Bonjour, Christian Olivetto, donc je suis directeur technique du laboratoire APC et donc là on m'a demandé de vous présenter globalement quels sont les métiers qui sont associés à la recherche et qui permettent d'aboutir à ces outils qui permettent aux physiciens et aux astrophysiciens de développer leurs différentes théories. Après vous aurez Maud Lejeune et Éric Brel qui vous présenteront des métiers plus spécifiques. Donc au niveau des projets, en fin de compte, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous sommes obligés, pour tout d'ailleurs, d'avoir une politique en ce qui concerne de gestion de projet. Donc la gestion de projet, c'est simplement une organisation qui est mise en place de façon à espérer, en tout cas avoir toutes les chances pour obtenir l'objet qu'on veut au départ et que le projet réussisse. Donc tout d'abord, on a un exposé du besoin scientifique. Donc le client pour nous, c'est le physicien, c'est le chercheur. Donc il a ses propres mots, il a sa propre logique. Il est important de comprendre ce qu'il veut et de comprendre un peu quelles sont les limites et les différents points qu'il veut faire. Donc, au départ, ce qu'on essaye, c'est de rédiger un document qui est donc une spécification technique du besoin. Donc, il veut un satellite, il veut un appareil qui lui permette de mesurer tel et tel paramètre et autres. Donc, on a ces différentes itérations qui, généralement, on espère, sont figées au départ, mais qui, malheureusement, continuent un peu en fonction des différentes vie du projet. Et nous avons ce petit bonhomme qui est l'assurance qualité qui permet à un moment donné simplement de dire, voilà, on a figé les choses, on va partir sur ce cahier des charges-là, c'est un satellite d'une tonne, ok, c'est pas la peine de revenir demain matin pour nous demander 2 tonnes, on peut pas, on part là-dessus. Donc il y a cette démarche qui nous permet de pouvoir continuer à travailler en l'expression du besoin du client qui pour nous est donc le physicien. Les projets sont obligatoirement, vu la dimension des projets et l'argent qui est mis en jeu, et la difficulté technique et organisationnelle, ces projets sont au minimum européens et concrètement mondiaux. Donc on a plusieurs agences qui travaillent, mais concrètement sur les différents objets que l'on veut aboutir pour mettre sur un satellite, ou d'ailleurs au fond de la mer, ou au pôle sud, ou au Chili, ou ailleurs, on définit en fin de compte les partenaires du projet et on se divise le travail. On se divise le travail en fonction de nos compétences, de nos forces respectives et de notre retour d'expérience et de notre expertise sur les précédents projets. Donc par exemple ici, nous avons un détecteur qui est en éclaté ici et on a partagé le travail entre l'APC s'occupe de cette partie-là, le CNES s'occupe de cette partie-là, l'IRAP à Toulouse s'occupe d'une autre partie et donc on divise comme ça les choses par rapport aux compétences et autres. Puis, lorsqu'on a défini ces objets, donc par exemple pour cet objet-là, ok, c'est l'APC qui s'en occupe, on définit une structure d'une équipe projet. On connaît les experts qui doivent aboutir à l'organisation du projet, mais systématiquement, on a un physicien référent et un chef de projet. Pourquoi? Parce que le physicien référent, c'est lui qui va sans arrêt faire comprendre aux ingénieurs que le besoin qu'il a exprimé, en fin de compte, il se traduit comme selon certains paramètres. Et il y a toujours cette interaction que le physicien doit vérifier qu'on a bien compris les choses. Le but n'est pas que le physicien ait demandé une brouette et qu'à la fin, il obtient autre chose qu'une brouette. Vous voyez, c'est trop tard. Donc, il y a toujours cette itération. Le chef de projet, lui, il gère l'équipe au niveau général des développements, ainsi que le budget. Et donc, on a systématiquement une note d'organisation, c'est une note qui dit aux agences spatiales, voilà comment on va organiser notre équipe projet, voici les compétences qu'on met en place, et voilà comment on va s'organiser. Donc vous voyez que la gestion de projet, c'est toujours très structuré de façon à donner confiance aux agences spatiales ou gouvernementales. Lorsqu'on a fait ce genre de choses, on passe quand même devant la direction des différents laboratoires, et nous à l'APC, on a de sortes de revues internes, dans lequel on dit, le physicien veut un satellite d'une tonne et il voudrait qu'on soit responsable de telle partie. Et à partir de là, on voudrait mettre telle équipe projet en place. Donc la direction vérifie que l'adéquation entre l'expression du besoin du projet et la capacité du laboratoire à le fournir. Puisqu'après, dans le précédent slide, vous avez une note d'organisation qui est donc un contrat qui lie la direction du laboratoire avec l'agence spatiale sur la fourniture d'un certain objet. Donc vous comprenez bien que la direction a besoin de savoir si l'équipe projet a bien surdimensionné, ou au moins dimensionné correctement plutôt, les différents aspects. Les aspects
budgétaires, les aspects de planning et les aspects d'hommes et de femmes qui participent au projet avec leurs compétences. Et lorsqu'on a systématiquement compris où est-ce qu'on allait, à ce moment-là, on peut commencer le projet. Donc, en fin de compte, le projet commence, c'est une équipe projet que vous avez là, et donc le physicien, lui, de toute façon, il imagine des choses dans sa tête, il aimerait mesurer des choses, il aimerait comprendre certains phénomènes, voilà ce qu'il aimerait pouvoir voir et comprendre, et il exprime à partir de ça un outil, quel que le soit. Il dit, je voudrais pouvoir voir ça avec un certain outil. Bon, évidemment, les détails techniques, il demande aux ingénieurs de pouvoir répondre à ses besoins. Et c'est là où les ingénieurs et les techniciens qui conçoivent cet outil interviennent. Et nous avons très souvent, donc là j'ai pris un exemple, mais c'est très souvent le cas, nous avons un instrumentaliste, un métier instrumentaliste, un mécanicien, un électronicien, un informaticien et un qualiticien. Donc ça, c'est, on va dire, l'équipe type. Alors après, en fonction de ce que vous avez pris, vous avez 3 électroniciens et pas d'instrumentalistes, et ainsi de suite. Mais généralement, c'est au minimum l'équipe qui démarre le projet. Donc, lorsqu'on a exprimé ce genre de choses, donc là, je fais simplement un panel très rapide de ce que c'est les différents métiers. Donc, l'instrumentaliste, et lui, en fin de compte, c'est lui qui est le plus proche du phénomène physique, on va dire, que l'on veut détecter. Donc là, dans ce cas-là, c'est des particules, ça peut être des particules rayons X, des particules gamma, ce que vous voulez. Donc, il simule les différentes interactions entre la particule et le détecteur, quel que soit le détecteur. Là, c'est un détecteur qui transforme, c'est un scintillateur, qui va transformer, enfin, en tout cas, qui va, avec l'interaction de la particule, produire des photons, et c'est ces photons-là qu'on va détecter. Donc lui, il simule et conçoit le capteur, il met en place les bandes de caractérisation, puisque là, il faut qu'on connaisse exactement quelle est la fonction de transfert, comment réagit ce capteur en température, en vide, en pression, en vibration, en ce que vous voulez, comment il réagit en fonction de l'énergie des particules qu'il veut mettre en place, et il mesure et améliore la réponse du capteur, définit le cahier des charges et l'utilisation de ce capteur. Alors, le capteur, ça peut être un scintillateur, ça peut être un détecteur silicium, ça peut être ce que vous voulez. Le capteur, c'est ce qui transforme l'interaction que l'on veut mesurer de la particule avec un autre phénomène. Sur le projet Antares, par exemple, le capteur, c'est la Terre. Vous voyez, on se sert de la Terre comme cible. Tous ces capteurs, c'est très bien. C'est des choses qui sont des carrés. Alors là, vous avez un carré de scintillateur, un détecteur LABR3. Très bien, mais le léger problème que l'on a, c'est que ce type de scintillateur n'aime pas du tout l'humidité. Donc si vous avez le malheur de le laisser 30 secondes à l'humidité, ça se transforme en une sorte de tas de sel, on va dire. Donc ce genre d'objet est extrêmement sensible. Donc on le met dans un packaging qui lui permet de pouvoir être utilisé. Mais ce packaging, on doit amener ce packaging et les informations de l'interaction vers des détecteurs. Ici, c'est des photomultiplicateurs, c'est que des yeux, si vous préférez, extrêmement sensibles. Donc, il y a cette notion de packaging, c'est une notion de maintien, c'est une notion d'intégration. Et c'est là où le mécanicien intervient. Parce que là, la partie mécanique, comment tenir compte des cahiers des charges de l'instrumentaliste et comment tenir compte de l'information que l'on veut récolter. Et bien sûr, comment tout ceci doit tenir les vibrations pendant les 2 premières minutes du décollage, les chocs lorsque les boulons explosants permettent au satellite de partir, et les températures lorsque vous tournez autour de la Terre ou lorsque vous tournez et vous avez des cycles de température parfois très violents, un cycle vide, puisque là, dans un satellite, vous êtes sur orbite. Donc, en fin de compte, le mécanicien, il doit tenir compte de tous ces aspects-là, de façon à pouvoir garantir déjà qu'on décolle et que lorsque ça a décollé, l'objet continue à vivre. Ce qui, au jour d'aujourd'hui, est parfois le principal problème que l'on a. L'électronicien, lorsque vous avez, issu de cette lumière, vous avez un capteur d'amplificateur de photons qui vous transforme les photons issus de l'interaction en courant électrique, et bien là, vous avez l'électronicien qui intervient derrière. L'électronicien, il va récolter ces informations, qui peuvent être des millions de voies de mesure en parallèle. Il va les transformer de l'analogique, donc un courant ou une tension, en numérique, en valeurs numériques que l'on va pouvoir stocker, traiter. Et les valeurs numériques, très souvent maintenant, vous avez extrêmement de la puissance à bord qui est de plus en plus importante, qui
qui nous permettent de traiter à bord dans les satellites les informations numériques. Donc cet électronicien, lui, pareil, il doit d'abord simuler, il doit faire des prototypes en laboratoire afin d'obtenir un objet qui soit exploitable et intégrable sur le satellite. Donc ça, ce n'est pas un objet qui est intégrable sur le satellite, mais c'est un objet représentatif de ce qui se passe. Puis vous avez l'informaticien. Alors l'informaticien intervient soit à bord sur un satellite ou au fond de la mer lorsqu'on a des besoins, je dirais, de concentration extrême ou de contrôle du satellite tout simplement. Mais très souvent, et Maud le présentera, j'imagine, l'informaticien traite les données qui nous arrivent au sol. Donc le CNES ou l'ESA nous donnent des informations numériques, des données, et c'est tous les informaticiens qui préparent ce travail pour transmettre ces données, les trier, les améliorer pour les physiciens. Et Maud vous présentera les différents objets. Et donc ça, c'est le travail très lourd parfois de l'informaticien durant de nombreuses années. Et là, les physiciens reprennent la main sur l'information qu'ils ont et comment ils la traitent. Mais s'ils ne savent pas ce qui s'est passé dans le satellite, quelle est la fonction de transfert du capteur, de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique. Donc vous voyez que c'est extrêmement important de connaître ce qui se passe partout, de façon à pouvoir savoir si les données que l'on a sont entachées d'erreurs ou de problèmes autres. Alors vous avez aussi le qualiticien. Alors le qualiticien, il doit permettre, en fin de compte, puisque un projet, c'est d'abord une aventure humaine, et donc ça veut dire que, heureusement d'ailleurs, on a tous à peu près des logiques similaires, mais légèrement différentes. On a tous une interprétation et différentes choses différentes. Et ce qui est important dans un projet, c'est qu'on se donne les moyens de réussir le projet. Donc comme on est des femmes et des hommes qui avons, on va dire, chacun notre structure logique, si on laisse faire les choses, généralement, ça se passe très mal. Voyez ? Et je donnerai des exemples un peu tout à l'heure de choses. Donc le qualiticien est là pour, on va dire, surveiller, structurer, aider l'équipe projet à amener à bien cette chose-là. Et il impose à toute l'équipe projet de faire une certaine structuration de ses développements. La documentation, tout simplement, comment la documentation est faite, qu'est-ce qu'on obtient, comment vous réfléchissez, comment je teste l'objet. Parce qu'une question simple, un objet comme ça, très bien, vous le mettez sur le satellite, vous jurez vos grands dieux que tout se passe bien et que vous avez tout testé. Quand vous l'avez à 700 km d'altitude, voire à L2, au point de Lagrange, si ça ne marche pas, vous imaginez ce qui se passe. Donc il faut que vous ayez systématiquement l'approche, comment je vais tester l'objet à terre et comment je vais pouvoir le vérifier qu'il marche en l'air. Donc vous avez à chaque fois un processus, vous faites un objet et vous faites le banc de test qui teste l'objet. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement lourd au niveau spatial, c'est que sans arrêt, on est en train de vérifier les choses. Vérifier les choses, ça veut dire par exemple, comment vous allez tenir une masse, par exemple d'une tonne, à un moment donné, sachant très bien que là-haut, les efforts que vous avez sur cette masse seront différents là-haut. Donc vous devez tenir compte de tous les objets, et par exemple, les objets ici doivent aussi subir le froid, moins 30 degrés, moins 40 degrés. Donc il faut qu'ils démarrent à moins 40 degrés. Ça, vous avez beau dire, j'ai tout étudié, il faut que vous vérifiez qu'ils démarrent à 40 degrés et dans le vide, que vous ayez les moyens de le faire. Donc tous ces moyens-là sont extrêmement lourds et peuvent être assez importants. Donc le qualiticien, lui, intervient pour aider l'équipe projet à définir l'ensemble des processus. Et puis, vous voyez que ça fonctionne. Vous avez là l'intégration de Planck et cet objet-là qui aboutit à la fin à ce que le physicien espérait voir ça, il l'obtienne, il puisse l'interpréter et après, l'observation permet après de conforter ou non les modèles scientifiques. Donc il me reste quelques minutes. Je voulais vous faire un peu un retour de ce que c'est qu'une gestion de projet, parce que souvent on se pose la question, à moins que vous ayez des questions, mais la gestion de projet, en fin de compte, un peu un retour, parce que c'est très théorique, mais derrière, je vous dis, il y a des femmes et des hommes, et donc on a des situations qui sont relativement triviales, mais importantes. La gestion des expériences scientifiques, au jour d'aujourd'hui, systématiquement le CNRS ou les agences spatiales nous demandent d'avoir une gestion de projet, quelque chose de clair, afin de leur donner confiance. En plus, vous avez une loi organique de finances qui, depuis quelques années, nous dit
chaque euro que vous dépensez, je dois pouvoir savoir où est-ce qu'il est parti et que vous puissiez le justifier. Donc tout ça se met en place et tout ça nous impose d'avoir systématiquement une gestion de projet très, très structurée pour pouvoir donner confiance aux agences. Sachant qu'un projet, c'est quoi? C'est des objectifs clairs et une durée. Donc un projet, que ce soit un satellite, que ce soit un sous-marin, que ce soit dans le pôle sud ou n'importe quoi, pour nous, c'est une durée et des objectifs précis. Donc ça veut dire quoi une durée? Ça veut dire qu'il est hors de question d'imaginer, comme ça s'est passé il y a très longtemps, 15 ans, qu'on puisse commencer un projet en disant l'Union européenne continuera à payer parce que de toute façon, on est parti. Non, ça, c'est plus possible. Toutes les agences qui donnent de l'argent vous disent je veux une structuration du projet, savoir où vous allez, pendant combien de temps, comment vous allez y aller, maximum 3-4 ans. Si vous avez des projets qui durent 6 ans, 9 ans, 12 ans, eh bien vous avez des phases systématiques de projet. Donc à chaque fois, vous avez une revue, vous avez une mise en cause des choses. Quelques petites anecdotes. Souvent, on me dit oui, mais la gestion de projet, c'est ce qu'on fait depuis 150 ans. Il y a un physicien et vous avez une équipe derrière, un physicien, un chimiste, un biologiste, vous avez une équipe derrière. Donc c'est pas ça une gestion de projet. Ça, c'est une gestion d'équipe. C'est autre chose. La gestion de projet, c'est donner confiance aux agences, ce qui n'est pas forcément évident. Donc il a fallu mettre une culture en place, et ça, depuis les 15 dernières années, ça a complètement changé notre façon de faire. Vous voyez ? C'est le fait de dire on nous donne de l'argent et on doit rendre compte exactement où est parti cet argent. Donc il y a un aspect, de rendre compte aux contribuables, ou en tout cas aux agences. Alors ça a beaucoup changé notre mentalité de faire au niveau global, et donc on doit faire ce genre de choses. Alors quand on nous demande par exemple d'écrire un document, c'est très très bien, ça c'est pour le CERN à Genève. On nous demande la gestion de projet, de dire, ben voilà, vous écrivez un document comme vous allez faire le gros détecteur, 5000 ingénieurs et physiciens qui travaillent dessus, ok, on vous l'écrit, votre document, mais personne s'en occupe, tout le monde a cru faire plaisir à l'Europe en disant j'ai écrit un document, c'est pas ça. Le but du jeu, c'est pas d'écrire un document pour faire plaisir à l'Europe, l'objet c'est d'écrire un document pour suivre si on a bien rempli le cahier des charges. Alors après, il y a aussi ce genre de choses. 2 ans après, vous avez les agences spatiales qui vous disent « Est-ce que vous avez bien dépensé ce que vous aviez dit que vous dépensiez ?» Oui, on a à peu près acheté un truc équivalent, mais pas vraiment. Attention, l'Europe, ils ont un système très efficace. Ils vous donnent... vous dépensez 100, ils vous remboursent 50. D'accord ? Donc si vous dépensez 100 €, vous avez bien justifié, ils vous remboursent 50. Si par hasard, vous aviez acheté une brouette et vous avez passé à autre chose, eh bien tant pis pour vous, c'est vous qui payerez. Donc il y a cette notion-là très efficace de, attention, ce que vous avez prévu de dépenser, c'est ce que vous devez dépenser. La gestion de projet, c'est dans un milieu scientifique, doit être expliqué, il faut qu'on démontre, on a une très grande explication de texte auprès des physiciens, des chercheurs et des ingénieurs pour leur expliquer quel est l'intérêt de faire ça et pourquoi on est obligé de faire ça. Donc principalement, la loi organique de finances nous impose ça et permet de suivre. Donc la gestion de projet peut s'appliquer à un projet international, je parlais d'Atlas au CERN, 5000 personnes à travers le monde, on l'applique à 3 personnes dans le laboratoire. Ça s'applique de la même façon. Alors après, il y a des choses qu'on demande de plus en plus précises pour un satellite d'1 milliard d'euros ou la R&D, la recherche et développement. Voilà. Alors par exemple, souvent, l'ANR, vous savez, l'Agence nationale de la recherche, on aide les gens à partir sur cette gestion de projet et à montrer et à monter des dossiers. Donc qu'est-ce qu'on fait? On monte des dossiers d'appel de fonds pour l'ANR, pour l'Europe, pour l'Agence spatiale. C'est toujours pareil, c'est toujours la même structure. Et la confiance s'acquiert par la capacité à démontrer que le projet est fiable. Donc, que ce soit un projet de recherche et de développement, un satellite d'1 milliard d'euros, il faut simplement montrer que cet objet-là, on a tout mis en place pour essayer d'y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver à la fin, mais au moins qu'on puisse dire, on est dans la recherche, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à faire, mais on peut expliquer pourquoi on n'y est pas arrivé. Donc c'est ça, cette démarche-là qu'on doit aborder dans ces objets-là. Et seulement 20% des dossiers sont retenus par rapport à l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Donc comment on fait ce genre de choses? La phase préparatoire, tout simplement,
On plante le décor, on donne le contexte, quel est le contexte scientifique, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe au Japon. On essaie d'expliquer un peu ce genre de choses. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quel est notre objectif final? On veut faire un satellite Planck, pourquoi on veut le faire, et ainsi de suite. Quelle organisation on va mettre en place? Donc là, je parle de choses qui sont très très en amont, simplement pour avoir l'argent, pour faire confiance, pour attirer l'applique. Donc, ça veut dire que le physicien avec son équipe projet doit mettre en place ces documents pour dire voilà comment je vais faire, sachant très bien qu'on ne sait pas le détail de comment on va le faire. Et puis, quitte des retombées. Retombées, je ne parle pas de forcément, on va vous garantir que vous allez avoir 4 brevets déposés. Non, ce n'est pas ça. On imagine comment on va avoir des retombées possibles, potentielles. Et justification scientifique, quels sont nos besoins en personnel, matériel et autres. Vous voyez, donc ces structures-là, ben on la montre là, et on la présente aux agences pour avoir l'argent. Puis on part dans une phase de démarrage, on définit les tâches, comme je vous ai dit, on définit... Alors, souvent, on me pose la question, mais vous ne savez pas tout. Mais déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce que je sais et qu'est-ce que je ne sais pas? Simplement, si je ne sais pas, par exemple, comment faire la mesure dynamique d'un électron et autres, je dois l'exprimer et au moins je sais que c'est un problème que je vais aborder. Chaque tâche est définie, on a une macro-tâche, on ne descend pas dans le détail, mais on sait déjà qui fait quoi ou qui est responsable de quoi. Je donne un exemple concret. Voilà, on a fait au CERN, tout est prêt, on a tout prévu, sauf qu'on a oublié une chose, c'est les boîtes de transport. Ça peut paraître bête, mais quand vous avez des centaines de personnes qui attendent votre objet au CERN, et que vous allez leur expliquer que vous avez oublié les boîtes de transport, vous imaginez le genre de stress qu'il peut avoir. Ça, c'est du concret. Et si on n'a pas tout pensé, on arrive dans des situations relativement importantes. Donc voilà, on définit déjà ce genre de choses. Puis on démarre. Donc là, on a la phase de démarrage. Chaque partenaire doit clairement s'engager. Donc il y a la direction de chaque laboratoire s'engage. Donc ça veut dire d'ailleurs, il y a une notion de contractualisation. Les délivrables, on dit exactement ce qu'on va délivrer. On va délivrer un objet qui aura tel poids, telle taille à peu près, machin, que ça va être livré tel jour, telle heure, et ainsi de suite. Puis on définit toutes les structures internes. Alors pareil, il avait été dit que c'est toi qui devais faire le support sur le bateau. Tous ces exemples-là, c'est des choses que j'ai vécues moi-même. Donc voilà, on arrive sur le bateau, qui c'est qui a fait quoi? Ça peut paraître rigolo, mais ce n'est pas tellement rigolo quand on est dans le feu de l'action. Autre chose, je n'ai pas fini de finir la doc, mais je l'envoie dès que j'aurai le temps. Et je dis, on attend toujours, et les physiciens attendent. Donc vous voyez qu'il y a le qualiticien derrière qui est là en train de dire, attention là, tu as dit que tu voulais fournir la doc, il faut la fournir, et tu ne bouges pas tant que tu ne l'as pas fournie, parce qu'on sait très bien que d'une fois que la personne est partie, c'est terminé, on ne verra plus jamais l'information. Donc on fait des fiches de tâches, on fait des choses comme ça, on met en place la gestion documentaire, ce genre de choses, voilà. J'étais parti dans la mauvaise version du plan, c'est pour ça que les trous ne tombent pas en face, on le vit tous les jours. Et je ne parle même pas entre des plans qui sont faits au Japon avec des pièces qui sont réceptionnées en France, et ainsi de suite. Je parle simplement entre personnes qui parlent soi-disant la même langue. D'accord? Les trous ne tombent pas en face. Vous imaginez le stress quand ça se passe. Et puis alors, classique, à l'absence de M. X, personne n'a le document. Le document, il est bien dans son portable. Il est même bien dans son PC qui est dans son bureau. Mais personne n'y a accès. Voyez, mais par contre, il est vachement bien rangé. Chacun a un portable, vous ouvrez, chacun a sa propre logique de rangement. Imaginez ce qui se passe quand vous avez le feu sur le projet et que vous devez sortir un document qui est quelque part rangé dans un ordinateur, et ainsi de suite. L'organisation projet aussi, ça permet énormément de calmer le stress dans ce genre de choses. On a fait une phase de suivi, on fait les plannings, ce genre de choses. L'important du planning, ce n'est pas de dire qui fait quoi tel jour, telle heure à tant de pourcents. C'est de savoir qui est sur le chemin critique, qui pose problème à l'ensemble du projet. Si vous retardez d'une semaine votre tâche, est-ce que le projet retarde d'une semaine le projet global? Donc ça, c'est la NASA qui a mis en place tous ces plannings pour le programme Apollo. Le problème, c'est si vous mettez la pression là où il ne faut pas, vous avez loupé là où il fallait mettre la pression et aider les gens. Le but du jeu, c'est de dire je suis sur le chemin critique, aidez-moi. Parce qu'une semaine de retard sur ma tâche fait une semaine de retard sur le projet. Puis donc on définit des plannings. Phase de suivi. Alors, il faut faire
sans arrêt, une gestion humaine et une gestion du projet. La proposition du projet par l'équipe projet. Les gens, il faut qu'ils se sentent impliqués. Alors souvent, on me dit, mais je ne comprends pas, on a fait des réunions toutes les semaines, mais s'il n'y a que le chef de projet qui parle et que les autres écoutent, ce n'est pas comme ça que vous arriverez à gérer les choses. Donc il y a une appropriation de l'équipe projet. Puis lorsque vous avez cette célèbre phrase qui dit « Moi, tu sais, je fais ce que tu me dis parce que ce n'est pas mon projet, c'est le tien », alors là, vous pouvez vous dire que vous avez un gros risque de gestion de projet, vous avez un gros risque que que les personnes ne s'impliquent pas sur ce genre de choses. La gestion budgétaire, la LOLF, chaque euro que je dépense, je dois pouvoir le justifier. Attention aux fonds européens, comme je vous ai dit, il y en a quelques-uns dans la communauté qui se sont fait très peur. Donc on a un suivi budgétaire. Alors voilà ce qu'on avait pensé au début d'année, dépenser, récupérer comme argent, et ainsi de suite. Et voilà ce qui concrètement a été fait. Donc vous voyez par exemple, ils avaient des dérives qui sont la suite logique d'un projet, ça vit, donc il y a des problèmes. Mais nous, il faut qu'on ait une information. Et on a une justification de chaque facture telle qu'elle est faite. Voilà un peu ce que c'est rapidement la gestion de projet au quotidien et notre vie au quotidien en ce qui concerne les ingénieurs et les techniciens, de façon à pouvoir espérer réussir des satellites ou d'autres objets pour que nos amis physiciens puissent vérifier les théories de nos amis théoriciens. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci.